Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et j'espère que vous allez bien. Cette semaine, cette vidéo plutôt je devrais dire, on se retrouve pour une nouvelle analyse de Commander Légende, la deuxième cette fois-ci dédiée aux commandeurs qui ont le partenariat. Mais avant toute chose, on va passer par la phase de pub. Je tiens à vous le rappeler, vous pouvez suivre la tour ici, sur YouTube, voilà, en likant, en vous abonnant directement, ça fait du bien à la chaîne, en commentant également, parce qu'on a quand même pas mal de nouvelles cartes dont on va parler aujourd'hui, et c'est encore meilleur quand on en parle ensemble. Mais également, vous pouvez partager la vidéo auprès de vos amis qui seraient éventuellement intéressés pour en savoir plus sur Commander Légende. Bon voilà, du coup, il faudra partager plusieurs vidéos, parce que là, je fais ça en plusieurs fois, bien sûr. On va éviter de vous faire une vidéo de 5 heures, ça serait pas mal. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram notamment. Vous avez également notre adresse mail si vous avez besoin de nous contacter. Mais du coup, je vous invite à aller nous suivre là-bas, parce que là-bas, on diffuse absolument tout, que ce soit des news, que ce soit justement les différentes vidéos, que ce soit les différents lives. Donc du coup, vous pouvez aussi aller nous suivre sur Twitch, à côté. Voilà, puisqu'on fait quand même pas mal de live. On a analysé là tous les jours les nouveaux spoilers de Commander Legend qui étaient dévoilés. Donc autant vous dire qu'on s'est bien éclaté avec le reste de l'équipe de la tour. Et du coup, voilà, on va continuer à faire des lives sur cette édition-là, sur d'autres événements, notamment les avant-premières qu'on va organiser un petit peu sur le Discord. Voilà, on s'est mis ensemble avec plusieurs boutiques pour vous organiser ça de manière propre, et du coup faire en sorte que vous puissiez jouer en trouvant un maximum de joueurs à travers la France. Du coup, si vous voulez rejoindre le Discord, c'est dans la description. Voilà, vous avez le lien qui est disponible pour nous rejoindre. On est déjà 800. Alors merci beaucoup déjà à tous ceux qui nous ont rejoints. Voilà. Et sinon, d'autres personnes que je dois remercier, ce sont nos tipeurs. Et oui, parce que les tipeurs sont extrêmement importants. Ils nous permettent de soutenir financièrement la tour et du coup de continuer un petit peu tout ça, d'investir dans du matériel pour faire de nouvelles émissions ou pour améliorer celles qui existent déjà, parce qu'on essaye de s'améliorer quand même. Voilà, on fait le maximum, on essaie d'investir au maximum dans le matos pour faire en sorte de vous proposer des meilleures vidéos et vous en proposer plus, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour les tipeurs que je vais remercier d'une autre façon un petit peu différente, c'est qu'il va y avoir prochainement un événement auquel ils seront conviés. Alors du coup, si jamais vous êtes tenté et que vous dites mince, mais j'ai peut-être envie de savoir ce qu'il en retourne, déjà vous allez attendre la fin de la vidéo parce que j'ai deux surprises pour vous concernant cette vidéo aussi. Vous allez avoir deux news spéciales et la deuxième du coup concerne un petit événement qu'on va faire en cercle privé avec les tipeurs. Donc si jamais vous souhaitez devenir tipeur, ou plutôt VIP, donc il suffit de vous abonner à la tour sur Twitch, donc du coup directement avec un abonnement classique, payant, ou alors du coup de tiper également la tour sur Twitch, sur Utip ou sur Tipeee, si vous le faites, vous serez mis automatiquement dans le cercle des VIP sur le Discord et vous aurez accès aux informations pour cet événement-là. Bref, du coup, on va parler des nouveaux commandants qui ont le partenariat, parce que oui, j'ai déjà fait les autres commandants sans le partenariat. Et ici, on va s'attaquer aux commandants partenaires. Alors que je dis généralement, ce sont les nouveaux partenaires, parce que oui, étant donné que c'est le partenariat, je dis voilà, partenaire. Alors, le partenariat, pour un petit rappel assez rapide, en fait, c'est une capacité qu'on a revue plusieurs fois, qu'on a vu à l'origine dans Commander 2016, voilà, qui était en fait avec des commandants bicolores qui pouvaient du coup être partenaires. Donc quand on a deux créatures légendaires qui ont le partenariat, en fait on peut les utiliser toutes les deux en tant que commandant. Il faut absolument que les deux soient avec le partenariat, et du coup on peut en avoir deux à la place d'un, et ils définissent à eux deux l'identité colorée du deck, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que ça permet de cumuler des effets, d'avoir des combinaisons un petit peu intrigante, voilà. Donc on avait eu une quinzaine de nouveaux commandants dans Commander 2016. Ensuite il y a eu le partenariat avec, alors ça malheureusement ça ne fonctionne pas avec le partenariat tout court. Le partenariat avec, on l'a eu dans Battle Bond et on l'a eu réédité dans Commander 2020. Donc je vous rappelle par exemple Shabraz et Bralin. Les messieurs ici, Shabraz a partenariat avec Bralin et Bralin a partenariat avec Shabraz. Et du coup vous ne pouvez jouer que les deux ensemble en zone de commandement, ou bien voilà les avoir tous les deux dans le deck, etc. Mais bon, du coup c'est moins intéressant parce que ceci il va pas y avoir de combinaison possible. Là on est retourné sur un partenariat libre. Donc je ne vais pas pouvoir vous analyser, je tiens à le préciser tout de suite quand même, mais je ne vais pas pouvoir vous analyser pour chaque commandant toutes les combinaisons existantes parce que il y a 40, enfin techniquement 41, mais le 41e on va pas en parler puisque c'est en fait le Prismatic Piper. Qui est pas intéressant, parce qu'il fait juste que rajouter une couleur dans votre identité colorée, donc du coup en dehors de limité il sera pas intéressant, donc voilà, comme ça vous le savez. Mais du coup il y a 40 nouveaux commandants partenaires ici, il y en avait déjà 15 qui existaient auparavant, donc 55, je vous laisse imaginer le nombre de combinaisons existantes au total. En tout cas, là j'ai pas le courage de vous parler de chacune des combinaisons possibles avec chaque commandant, sinon on est parti pour faire 10 vidéos comme ça. Bref, du coup tous les commandants partenaires de cette extension sont monocolores, strictement.
Et ensuite, derrière, vous avez, pour chaque couleur, en fait, vous avez 8 commandants partenaires, un qui est mythique, un qui est rare, et les 6 autres qui sont unco. Donc du coup, ça donne des niveaux de puissance assez variables, mais pas forcément comme on attend, toujours. Donc voilà, je vais vous détailler tout ça, et on va commencer évidemment par le blanc. En blanc, on commence directement avec la mythique Achroma Vision d'Ixidor, un ange qui coûte 7 dont 2 blancs, c'est une 6-6, vol, initiative, vigilance et piétinement. Au début de chaque combat jusqu'à la fin du tour, chaque autre créature que vous contrôlez gagne +1/+1 si elle a le vol, +1/+1 si elle a l'initiative, et ainsi de suite pour la double initiative, le contact mortel, la célérité, la défense talismanique, l'indestructible, le lien de vie, la menace, la protection, la portée, le piétinement, la vigilance et le partenariat. Donc Achroma est un commandant qui se marie bien avec tout ce qui est mots-clés, donc du coup ces fameuses capacités mots-clés qu'on retrouve très souvent, qui sont très courantes, les capacités redondantes de Magic, et du coup, ces capacités redondantes, elles sont généralement assez puissantes. Alors en plus, le blanc a accès à pas mal d'entre elles, voilà, initiative, double initiative, la vigilance, le vol, la défense talismanique parfois, l'indestructible, pourquoi pas, le lien de vie, enfin bon, je veux dire déjà ça, le blanc nous apporte beaucoup de mots-clés. Après, au niveau des combinaisons, alors je vais pas vous donner des combinaisons de commandants, mais je peux vous donner des combinaisons avec d'autres couleurs. Je pense que le vert est pas mal parce qu'il comporte aussi beaucoup d'autres de ces mots-clés, donc la portée, le piétinement par exemple, pour ne prendre que celle-ci, et le contact mortel parfois, bien évidemment. Mais du coup, voilà, il y a des combinaisons, je pense que le rouge et le vert sont techniquement les autres couleurs qui ont le plus de mots-clés disponibles, et du coup qui fonctionneront le mieux avec Achroma. Alors pourquoi est-ce que j'envisage tout de suite ça? Parce qu'en fait Achroma est extrêmement puissante. Alors vous allez me dire, oui bon, ça reste une 6-6 avec beaucoup de mots-clés pour 7, bon voilà. Achroma a toujours aimé les mots-clés. Donc techniquement d'ailleurs vous pouvez jouer aussi les anciennes Achroma dedans, je pense qu'elle sera plutôt contente. Mais c'est vrai que ici on est face à quelque chose d'assez puissant qui rappelle beaucoup Audric, Maréchal Lunark, donc du coup voilà, les deux peuvent se cumuler dans le même deck, que ce soit l'un en commandant et l'autre dans le deck, même si je pense que Achroma en commandant avec un autre commandant à côté sera meilleur que Audric tout seul en mono blanc. Donc oui, Audric partager les capacités, Achroma du coup va booster en fonction des capacités, ça a l'air très intéressant, surtout que le boost peut être assez conséquent, à partir de déjà deux mots-clés, ça arrive quand même assez régulièrement sur les bonnes créatures. On est déjà à un +2/+2, c'est valable pour voilà, un +3/+3 éventuellement si vous en avez une troisième. C'est déjà pas mal, surtout si vous arrivez éventuellement à en donner à toutes les créatures. Voilà, pourquoi pas donner la vigilance à toutes vos créatures, l'indestructible, juste la protection contre telle ou telle couleur, voilà, le lien de vie, pourquoi pas. Ça fonctionne très bien et du coup Achroma elle boostera de manière très conséquente tout votre board. Deuxième commandant, c'est Alaru Ritualiste Solennel. Un humain et moine qui coûte 5 dont un blanc, c'est une 3-3, et quand il arrive sur le champ de bataille, ciblez jusqu'à 2 autres créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles, et à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 sur elle meurt, créez un jeton 1/1 blanc esprit avec le vol. Alors oui, je vous avoue que ici, ça me fait penser beaucoup à une autre carte qui existe, c'est le lieutenant de Basri qu'on a vu dans M21. Alors lui en fait qui est un peu plus soft, parce qu'en fait il peut se mettre des marqueurs sur lui-même, et en plus derrière il peut également boucler avec des jetons qui ont des marqueurs +1/+1, parce que ici c'est non jeton. Donc du coup on a un lieutenant de Basri ici en zone de commandement qui est moins fort, mais qui est en zone de commandement. Donc du coup, ça donne au moins de la plus-value à vos decks marqueurs +1/+1 avec du blanc. Du coup, c'est intéressant, oui, mais après, est-ce que ça vaut le coup de mettre cette carte-là en zone de commandement? Pas forcément, mais je pense qu'il pourra très bien s'intégrer dans un deck qui joue beaucoup autour des marqueurs, éventuellement du sacrifice de vos créatures. Troisième commandant blanc, c'est Arden, archéologue intrépide, un corps éclaireur 2/2 pour 3 dont un blanc. Au début du combat pendant votre tour, vous pouvez attacher n'importe quel nombre d'auras et d'équipements que vous contrôlez à une cible, permanent ou joueur. Alors du coup permanent parce que oui, les créatures sont des permanents, donc du coup les équipements s'attachent bien dessus. Les auras évidemment peuvent cibler certains permanents parfois, ou parfois tous les cibler en même temps, voilà. Donc c'est assez intéressant. Arden est intriguant en fait parce que c'est un bon moteur à value pour les decks équipements où vous avez des équipements parfois qui sont un petit peu chers et du coup vous avez envie de jouer un petit peu Voltron, de dire voilà mon commandant ou ma créature ici très agressive, je vais lui mettre tous les boosts possibles, donc tous les équipements en même temps, et Arden va passer outre ce coup d'équipement en fait, ce qui est intéressant parce que c'est vraiment ce qu'on recherche généralement dans les decks équipements. Après ça ne fait que sur une cible, c'est pour ça que je parle de Voltron, parce que littéralement vous allez choisir un nombre d'aura et d'équipements, et vous allez dire ok je le mets sur cette cible, celle-là, vraiment celle-là. Ce qui est bien c'est que vous pouvez aussi le faire sur les cartes adverses, voilà, si jamais vous avez envie de déplacer je sais pas un pacifisme d'une créature à une autre,
bah alors malheureusement ça vous prendra une phase de début de combat. Voilà, au début du combat, bam, vous allez devoir déplacer un pacifisme d'une créature à une autre. Ça va vous coûter un tour, c'est sûr, parce que malheureusement il le fait qu'au début de votre combat. Donc voilà, on peut pas le déclencher plusieurs fois, c'est un petit peu compliqué. Donc oui, c'est un peu complexe, mais il y a quand même un gros avantage pour les decks équipements. Alors peut-être pas en zone de commandement, parce qu'il y a beaucoup de bons commandants équipements, mais peut-être du coup dans le deck directement. On entame un cycle avec le 4ème commandant, c'est Kelet familier à la crinière solaire, un cheval légendaire qui coûte 2 dont un blanc, c'est une 1-1, et chaque fois qu'un commandant que vous contrôlez attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Alors, le cycle des familiers, du coup, ce sont des petites bêtes comme ça qui donnent en fait des boosts ou des capacités à votre commandant, donc qui prennent en compte justement le commandant. Ici, Kelet, alors, ce qui est assez bien, c'est que de base, en fait, si jamais il est dans votre zone de commandement et que du coup lui-même est un de vos commandants, eh ben, il va pouvoir se booster dès qu'il commence à attaquer, donc c'est une 2-2 pour 2. Donc déjà, on est assez content. Ensuite, du coup, on peut le cumuler avec évidemment des marqueurs, enfin des commandants qui fonctionnent avec les marqueurs, qui aiment bien les marqueurs eux-mêmes éventuellement, qui en ont systématiquement. Le fait est qu'on peut aussi le mettre dans un deck Voltron, encore une fois, où votre commandant va être là pour faire force de frappe. Alors là, je le mettrai plutôt dans le deck, parce que généralement, les commandants Voltron, voilà, ils font déjà ce qu'ils veulent, hein, donc voilà. Mais j'aime beaucoup le boost de Kelet, sachant que ça a un boost au moment de l'attaque, ça peut vraiment être décisif, parce que ça aurait été, au moment où il inflige des blessures de combat, ça aurait été beaucoup moins bien. Donc voilà, Kelet a quand même un potentiel assez énorme, et en fait donne une plus-value qui, pour un petit commandant à 2, en Unco, est largement intéressante. On continue notre 5ème commandant du blanc, c'est Livio Sentinelle Assermenté, c'est la rare, elle coûte 2 dont un blanc, c'est une 2-2 humain et chevalier, et pour 2 dont un blanc, vous choisissez une autre créature ciblée, son contrôleur peut l'exiler avec un marqueur égide sur elle, et pour 3 dont un blanc en l'engageant, renvoyez sur le champ de bataille sous le contrôle de leur propriétaire toutes les cartes exilées avec des marqueurs égides sur elle. Du coup vous voyez j'ai déjà corrigé parce qu'en effet il y a une erreur de traduction avec des compteurs égides, il n'y a pas de compteurs, ce sont des marqueurs en français. Alors le petit problème c'est que Livio, on en a parlé beaucoup durant les lives, et je suis pas très content de ce commandant parce qu'en fait, sa première capacité est sympathique, mais le problème c'est qu'elle ne permet pas d'exiler les permanents adverses, en fait, d'exiler les créatures adverses. Parce que la plupart du temps, à moins que vous proposiez à un adversaire de protéger sa créature en l'exilant, ben en fait ça va être pas terrible, parce qu'il va dire bah non, je peux l'exiler, je vais pas l'exiler, voilà. Là, bah, ok, bon, bah tant pis. Et derrière, bon, évidemment, Livio ne peut pas se protéger lui-même, ça aurait été un petit peu idiot. Mais c'est juste... il est mou, en fait. Le problème, c'est qu'il est mou pour protéger votre board, en fait. C'est 2 mana pour chaque créature que vous allez vouloir exiler. Donc tout de suite, si vous avez 3 créatures sur le champ de bataille que vous voulez protéger, ça veut dire 6 mana à dépenser. Je pense que vous n'allez pas rester beaucoup avec du mana dégagé si vous aimez jouer les créatures et si vous jouez en blanc en fait. Donc du coup, je suis pas sûr vraiment que Livio soit très intéressant. Et certes, oui, il peut redéclencher les effets d'arrivée en jeu, mais le problème c'est qu'il faut payer pour chaque créature que vous voulez exiler qui a un tel effet, et ensuite payer 3 en bonus et l'engager pour le faire. Donc du coup, vous pouvez même pas l'activer plusieurs fois par tour et dire bah pour 2 j'exile un tel, pour 3 je remets en jeu toutes mes créatures, pour 2 j'exile un tel, pour 3 non parce que vous êtes obligé de l'engager, donc du coup ça fonctionne mal. Donc ouais, et c'est cher en fait. La capacité de base, celle d'exiler une créature, je peux comprendre qu'elle coûte aussi cher, mais le problème c'est que celle qui en plus les fait revenir sur le champ de bataille, elle coûte encore plus cher, c'est horrible. Donc dans Livio, je le trouve vraiment pas bon. Le 6ème commandant, c'est Prava de la Légion d'Acier, un chat et soldat 1-4 qui coûte 3, dont un blanc, et qui dit que tant que c'est votre tour, les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+4. Et pour 4 dont un blanc, vous créez un soldat 1-1. Eh bien, ma foi, j'aime beaucoup en fait Prava, parce qu'en fait, ça peut juste être complètement décisif, c'est-à-dire que vos jetons, vous avez parfois peur de les perdre durant une phase d'attaque et de dire ok, je bourre avec tout, je peux mettre beaucoup de dégâts à l'adversaire, mais en même temps, je vais perdre une bonne partie de mes jetons. Sauf que oui, un +1/+4 quand même ça fait mal. Et surtout ça permet de donner déjà un boost en +1 de force à vos jetons. Je pense que c'est un commandant qui peut être vraiment joué au moment critique, au moment où vous avez une masse critique de créatures en fait, et où ça va faire boum, parce que vous avez posé Prava et vous avez boosté largement, et que les créatures adverses, si elles veulent les tuer, elles ont 5 d'endurance, vos créatures, t'es là, ah ouais quand même, du coup ça fait... Il me faut une grosse créature pour réussir à tuer ce simple jeton, t'es là, c'est un peu ridicule quoi. Donc oui, Prava est intéressante, et en plus, on retrouve derrière le fait d'avoir un mana sink qui crée des jetons et qui ne demande pas de s'engager. Donc du coup c'est génial si vous arrivez à faire beaucoup de mana, que vous êtes un petit peu un petit peu en fin de partie, vous n'avez pas trop grand chose à faire avec votre mana, du coup vous pouvez faire au moins des soldats, c'est sympa. 7ème commandant, c'est Radieuse Archange de Serra, un ange qui coûte 7 dont un blanc, c'est une 6-4 avec le vol.
engagez une autre créature avec le vol dégagé que vous contrôlez, radieuse, acquiert la protection contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. Et c'est tout. Alors vous allez me dire, ouais, bah c'est quand même une 6-4 vol. Oui, en fait, ouais, c'est un peu gênant, elle coûte extrêmement cher en fait. En limité, ça sera toujours bien, parce que voilà, on est en limité, que bon, c'est basé beaucoup sur l'aggro de base. Mais en fait, radieuse ici, alors déjà, elle a le mauvais goût de ne pas avoir la vigilance, ce qui techniquement un ange de Serra devrait avoir systématiquement. Mais voilà, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Derrière, le vrai problème, je trouve, c'est qu'elle ne fait rien. Vous allez baser beaucoup votre deck autour en voulant attaquer. Donc du coup, un deck, pourquoi pas Voltron. Mais le problème, c'est que le Voltron, eh ben, généralement, il joue avec des commandants un peu moins chers. Parce que la 7 mana, en blanc, ok, bon, si vous jouez pas vert à côté, ça va être problématique. Donc oui, ça risque d'être un souci. Et je pense que Radieuse, ben, elle est pas très bonne, en fait. Elle a moyen de se protéger, mais ça demande d'engager des créatures avec le vol. Ouais, donc du coup, ça veut dire qu'on doit jouer vol, qu'on doit jouer des créatures qui sont disponibles assez rapidement et qu'on peut éventuellement dilapider, donc ouais, non, je suis pas fan du tout. Rebek, dernier commandant de cette extension en blanc, c'est Architecte de l'Ascension, 4 de mana, dont un blanc, c'est une 3-4, humain et artificier. Les artefacts que vous contrôlez ont la protection contre chaque coût converti de mana parmi les artefacts que vous contrôlez. Intéressant. Alors, parce que c'est assez étrange le design, parce que du coup, on a la protection contre les coûts convertis de mana des artefacts qu'on a déjà. Ok, c'est original. Alors du coup, on est évidemment face à un commandant ultra artefact, et pour y avoir déjà réfléchi, en fait, il y a des combinaisons avec d'autres commandants artefacts qui font... on est sur du niveau Téchar, en fait, où juste c'est du boubouitage entre les artefacts à fond les ballons, et on peut protéger à fond de board. Il y a juste un petit inconvénient dans Rebek, mais c'est vraiment un inconvénient minuscule qui va juste déterminer un petit peu ce que vous allez jouer comme type d'artefact, c'est que Rebek donne la protection en fait. Donc ça veut dire que si vous voulez lancer un sort qui va cibler un de vos artefacts, vous ne pouvez pas parce que éventuellement il a le même coût converti de mana qu'un de vos artefacts. C'est aussi pour ça que par exemple, dans le deck ici, Pince-Crâne n'est pas terrible, parce que tous vos artefacts ont la protection contre les coups à 1, puisque vous avez Pince-Crâne, donc du coup si vous voulez bouffer un artefact, enfin un jeton d'artefact pour piocher, ça ne marchera pas, vous ne pouvez pas l'équiper. Donc du coup c'est ok d'accord, donc voilà, faire très attention et plutôt jouer les artefacts qui ont des synergies entre eux, éventuellement avec le cimetière et le champ de bataille, mais du coup voilà, faites attention à ne pas cibler ceux qui sont sur le champ de bataille avec la protection. Passons maintenant au bleu avec Brinelin, le Kraken lunaire, un Kraken qui coûte 8, dont 2 bleus, c'est une 6-8, et quand il arrive sur le champ de bataille, ou à chaque fois que vous lancez un sort d'un coût converti de mana supérieur ou égal à 6, vous pouvez renvoyer un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Oui, je suis complètement d'accord en fait. Brinelin, alors, c'est vrai que bon, c'est un gros body, c'est un gros Kraken, il coûte cher, etc. On va dire que c'est l'adage des Kraken, hein, on s'étonne pas vraiment. Souci, c'est que derrière, notre Kraken lunaire, lui, il permet de renvoyer des permanents dans la main de leur propriétaire. Alors, permanents de non-terrain, mais ce que j'adore, en fait, c'est qu'il le fait, alors, notamment quand on lance des sorts à 6 et plus, mais surtout quand lui-même arrive en jeu. Ce qui fait que du coup, si vous arrivez à le blinker, l'exiler et le renvoyer sur le champ de bataille, ça veut dire que vous allez pouvoir renvoyer quelques permanents dans la main de leur propriétaire. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant à faire avec ça. Après, bon, oui, certes, je veux bien que voilà, ça coûte cher, que bon, il est cher comme commandant, mais si vous cumulez avec du vert, il paraît qu'il doit y avoir moyen de ramper un petit peu, et que bleu-vert, c'est quand même un petit peu l'adage des commandants comme ça, des commandants grosses bêtes. Donc bon, c'est une bonne combinaison. Derrière, donc du coup, ouais, il y a vraiment une plus-value qui est offerte par Brinelin, le fait de, voilà, nos gros sorts vont pouvoir renvoyer les permanents. Faites attention, par contre, les gros sorts, c'est bien, mais il faut aussi des petits sorts pour permettre d'arriver aux gros sorts et pas se faire défoncer la gueule pendant 5 tours. Voilà, donc faites attention à ça aussi. Eligeth, augure de la croisée, notre deuxième commandant, un sphinx qui coûte 6 dont 2 bleus, c'est une 5-6 avec le vol, et si vous deviez appliquer le regard à un certain nombre de cartes, piochez autant de cartes à la place. Ouch. Alors c'est la rare, du coup en bleu du set, on va résumer tout de suite, c'est extrêmement fort, extrêmement pété. Je vous invite, juste comme ça, en exemple, à aller chercher toutes les cartes, vous allez sur un Magicville, Scryfall, un moteur de recherche quelconque, et vous recherchez toutes les cartes déjà, rien qu'en bleu, qui disent « regard ». Donc voilà. Alors c'est quand même très intéressant, parce que déjà de base vous allez tomber sur tous les terrains, les temples. Voilà, les temples disent regard 1 quand ils arrivent en jeu. Dites-vous que tous les temples font piocher 1 avec lui. Là, ah oui, d'accord, tout de suite ça intéresse. On a regardé, donc du coup, bon évidemment il y a option qui voilà, faisait regard 1, pioche 1, donc là en fait ça fait pioche 2, pour un bleu en éphémère, ok, voilà.
Et il y a plein de choses comme ça, il y a plein de sorts en fait qui demandent par exemple des regards X ou des regards 4, 3 et ensuite révéler la carte du dessus de la bibliothèque par exemple. Dans Terreau ça s'est beaucoup fait. Et en fait ça fonctionne très bien avec Eligate. Du coup ce qui fait qu'il y a un potentiel assez énorme autour du commandant, mais pourquoi faire? Ah oui, parce que là on se dit ok d'accord on remplace le regard par la pioche. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah en fait, l'une des solutions c'est évidemment de jouer un deck qui est beaucoup basé autour de la pioche et en fait qui apprécie quand vous piochez vous-même. Ensuite, il y a une autre solution évidemment, c'est simplement jouer autour d'un autre commandant dont on parlera un petit peu plus tard en bleu, qui lui a tendance à faire du regard aussi, et donc du coup qui fait de la plus-value. Bref, un excellent commandant, et il faut voir du coup les combinaisons qu'il peut y avoir. Essior, familier Elrune, donc de notre cycle de familier, c'est une 1-3 oiseau qui coûte 2 dont un bleu, elle a le vol, et les sorts que vos adversaires lancent qui ciblent au moins un commandant que vous contrôlez coûtent 3 supplémentaires à lancer. On n'en attendait pas moins du bleu, puisqu'ici on est sur un familier de protection, et 3 de plus pour cibler un commandant, c'est quand même vache. Hein. Je vous avoue que c'est assez élevé, sachant qu'en plus vous jouez en bleu, donc techniquement vous avez tout à fait moyen d'avoir des contre-sorts à côté. Donc, non content de faire en sorte de taxer vos adversaires pour qu'ils puissent cibler votre commandant, vous pouvez en plus avoir à côté des réponses qui vont juste dire « Ah bah tiens, t'as payé 3 de plus, ah bah c'est bien, j'ai un contre-sort. » La bonne blague. Donc oui, Essior est vraiment intéressant, je ne le jouerai pas en tant que commandant parce que bon, il est sympathique, hein, je vais pas dire le contraire. Mais il est un petit peu inutile, quoi, dans la zone de commandement, en limité ce sera très bien, mais pour le construit, je vous avoue que là, on est quand même... on a quand même d'autres commandants qui sont un peu plus puissants. Et donc lui, dans le deck, sera beaucoup plus intéressant. On continue avec notre 4ème commandant bleu, le fantôme de Ramirez de Pietro. Et oui, il est de retour Ramirez. C'est une créature légendaire esprit et pirate 2-3 qui coûte 3 dont un bleu. Et il ne peut pas être bloqué par des créatures d'endurance supérieure ou égale à 3. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, choisissez dans un cimetière jusqu'à une carte ciblée qui a été défaussée ou qui a été mise depuis une bibliothèque ce tour-ci. Mettez cette carte dans la main de son propriétaire. Alors du coup, on est là, la deuxième capacité nous fait un petit peu tiquer. Mais on va commencer par la première. En fait, le fait qu'il puisse pas être bloqué par des créatures de 2 d'endurance, ou enfin de 3 d'endurance ou plus, c'est extrêmement puissant parce que ça veut dire que du coup, toutes les créatures à 2 d'endurance vont vouloir le bloquer. Créatures que du coup, il peut tuer. Alors, à moins que ce soit des créatures 3-2, donc du coup, là, on peut faire un trade avec Ramirez, mais généralement, on va avoir des 2-2, par exemple. Ou alors des créatures qui ont beaucoup trop de force, des 5-2, des 6-2, des 7-2, si jamais les adversaires aiment les grosses bêtes. Je suis pas sûr qu'ils aient envie beaucoup de bloquer en fait avec. Donc Ramirez déjà a une bonne protection pour lui. Déjà cette première capacité qui est intrigante, mais en fait très pertinente. La deuxième capacité en fait, alors j'étais là quand on l'a vu, on était là mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que du coup, il faut jouer avec de la défausse et il faut jouer avec de la meule. C'est assez étrange parce que bon du coup on va pas faire meuler un adversaire pour lui remettre dans la main ensuite. Bon ça pourrait être sympathique mais bon, là ouais, bon pas top quoi non plus. Non, en fait, ici, je pense qu'on est autour de la self-meule et de la défausse. Alors, du coup, je pense plutôt aux effets de défausse plutôt qu'aux effets de meule, puisque, techniquement, il y a beaucoup d'effets de looting qui existent, notamment en bleu, où en gros, c'est piocher une carte, défausser une carte. Et notamment des enchantements, des créatures qui font que, quand elles infligent des blessures, eh bien, le contrôleur de la créature va piocher une carte et ensuite défausser. Ce qui fait que, du coup, comme là, on a 2 capacités déclenchées, eh bien, vous pouvez très bien juste... mettre la capacité déclenchée qui va vous faire looter, piocher, défausser, ou défausser, piocher si vous le souhaitez, hein, voilà, peu importe l'ordre. Mais du coup, vous allez la mettre dans la pile au-dessus, donc vous allez la résoudre en premier, et ensuite le fantôme va ramener la carte que vous avez défaussée. Ce qui peut être très intéressant. Après, si vous jouez évidemment avec de la self-meule, le fantôme de Ramirez peut être très intéressant aussi. Donc, il y a vraiment un potentiel autour de ce commandant qui ne paye pas de mine à la base, et qui a l'air vraiment étrange, mais c'est un design original. On continue, notre 5ème commandant bleu, c'est Glacian, ingénieur de Lithoforce, humain et artificier 3-6 pour 6 dont un bleu. Vous engagez X artefacts dégagés vous contrôlez, vous regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une de ces cartes dans votre main et le reste dans votre cimetière. Alors je tiens à préciser, ça n'est pas un regard, parce qu'il n'y a pas de noté regard, il est marqué regardez les X cartes. Voilà, donc c'est encore différent, donc du coup ça n'interagit pas avec le Sphinx bien évidemment. Alors, je ne suis pas très content de Glacian en fait, pourquoi? Parce qu'il est extrêmement cher. Je vous avoue que j'aurais préféré qu'il coûte 4 et que ça soit une 1-3 par exemple. Parce que je vois pas l'intérêt d'avoir un commandant qui est basé autant autour des artefacts, qui va s'engager pour faire des capacités, donc du coup généralement très peu bloqué en fait. Donc du coup avoir une 3-6 c'est pas réellement ce qu'on veut dans ce type de deck artefact. Derrière,
Alors évidemment, derrière, si vous jouez full artefact, ça peut être très intéressant. Voilà, mais le problème c'est le coût de mana. Vraiment, j'ai un problème avec ce coût de mana qui est beaucoup trop élevé pour moi. Alors que derrière, voilà, la capacité est très intéressante. Voilà, engage des artefacts dégagés. Bon, du coup, ça peut être par exemple des équipements, ça peut être, pourquoi pas, des artefacts qui sont des artefacts utilitaires, qui ne font pas de mana, qui n'ont pas besoin de s'engager pour faire une capacité. Et du coup, bah, vous pouvez vous amuser à faire en sorte d'utiliser Glaciant pour les rendre utiles, en fait, un peu à la manière d'Urza, à sa façon. Et du coup, filtrer votre bibliothèque et surtout remplir le cimetière, ce qui peut être utile notamment pour certains commandants comme Emery. Je tiens à le préciser, ça a l'air quand même d'être une bonne interaction avec Emery. Mais, il y a un problème. Pour moi, c'est vraiment le coût, c'est beaucoup trop élevé. 6 mana pour un commandant qui ne fait rien quand il arrive et qui doit attendre un tour complet avant de faire quelque chose, et en plus qui a un setup d'artefacts suffisant pour être vraiment intéressant, et en plus que vous allez devoir engager les artefacts en bonus, ouais, ça commence à faire beaucoup quand même, hein. Je vous avoue que ça commence à faire un peu beaucoup. 6ème commandant bleu, c'est Malcolm, navigateur à l'œil perçant, une sirène pirate 2-2, qui coûte 3 dont un bleu, qui a le vol bien sûr, et à chaque fois qu'au moins un pirate que vous contrôlez inflige des blessures à vos adversaires, vous créez un jeton trésor pour chaque adversaire qui a subi des blessures. Oui. Alors, Malcolm, on a trouvé une combo déjà. Voilà, on a trouvé une combo en fait avec le Buccaneer. Le Buccaneer, c'est en fait ce Minotaur qui dit que pour 2, quand il est en train d'attaquer, vous pouvez défausser une carte pour piocher une carte. C'est extrêmement fort avec ça en fait de base, puisque du coup, quand vous défaussez une carte, le Buccaneer dit également que chaque adversaire prend une blessure. Ça fonctionne également avec Bralin si jamais vous avez besoin de défausser une carte à un moment. Ça fonctionne avec beaucoup de choses en fait, mais techniquement, le truc c'est que là, on est sur du pirate, donc du coup, notre Minotaur fonctionne bien ici, les Minotaurs et pirates, donc on est content. Parce que pour vous expliquer rapidement, il suffit que le Minotaur attaque, Malcolm derrière est là, il regarde un petit peu ce qui se passe, donc vous payez 2 mana, vous défaussez une carte, et du coup le Buccaneer dit je défausse une carte, donc du coup je mets une blessure à chaque adversaire. Malcolm est là, attends, il y a un adversaire qui a subi des blessures, en fait il y en a même 3, donc du coup on va mettre 3 jetons trésor, et du coup vous pouvez à nouveau activer la capacité, défausser, piocher, et en fait vous avez suffisamment de mana pour faire, en fait vous faites à chaque fois suffisamment de mana pour faire une boucle, et normalement vous avez moyen de tuer les adversaires. Donc voilà, c'est très fort, bon c'est la boucle qu'on a trouvée, la combo, la boucle infinie, mais je vous avoue que de base Malcolm est très intéressant, parce que ce n'est pas le seul pirate qui fait des blessures à distance, le Buccaneer, et surtout, en fait déjà Malcolm de base est value à lui seul, puisqu'il est déjà vol, il est peu cher, il coûte 3 mana, et voilà, en plus, derrière les blessures non combat, on a moyen d'en infliger autrement, c'est extrêmement intéressant, sachant que en plus, les pirates sont une tribu assez agressive, et qu'elle est très soutenue en plus dans ce set, hein, voilà, donc je vous avoue que là, il paraît que ce set, c'est un peu la foire aux pirates. Oui, complètement, c'est un très très bon commandant, hein, avec un très gros potentiel. Ensuite, 7ème commandant, c'est Sakashima aux 1000 visages, la mythique de l'extension, qui coûte 4 dont un bleu, c'est une 3-1 humain et gredin, et vous pouvez faire que Sakashima arrive sur le champ de bataille comme une copie d'une autre créature que vous contrôlez, excepté qu'elle a les autres capacités de Sakashima aux 1000 visages. Et il dit, c'est littéralement sa seule autre capacité, la règle de légende ne s'applique pas aux permanents que vous contrôlez. Et là, ceux qui ne savent pas ce qu'est la règle de légende se posent des questions. Eh bien, je vais vous répondre tout simplement. La règle de légende, en fait, c'est ce qui empêche un joueur d'avoir 2 permanents qui ont le même nom et qui sont légendaires sur le champ de bataille en même temps. Si ça arrive à un moment ou à un autre, voilà. Vous avez par exemple un clone d'une créature légendaire, eh bien c'est simple, vous allez devoir en mettre un des 2 au cimetière et décider de garder l'autre. Donc oui, la règle de légende n'existe pas, oui, alors là il y a un intérêt énorme avec Sakashima, parce que étant donné qu'il a le partenariat, ça veut dire que vous pouvez très bien avoir un commandant et Sakashima à côté, jouer l'autre commandant, jouer Sakashima, et du coup derrière, avoir 2 copies de votre premier commandant, puisque la règle de légende ne s'applique plus. Et si vous voulez jouer un petit deck avec que des copies dedans, qui va dire oui, voilà, moi je mets plein de clones en fait, qui vont pouvoir copier mon premier commandant, et Sakashima il va leur permettre de rester sur le champ de bataille, vu qu'il annule la règle des légendes. Donc c'est très intéressant. Les interactions avec Sakashima sont très puissantes, en fait parce qu'il rend tout 2 fois plus pété. Sauf, alors évidemment, je vous avoue qu'il y a des partenaires, il y a même des commandants, avoir un deuxième effet du même commandant, ça n'est absolument pas utile. Voilà, je vais en citer un par exemple, Thracios, qui est l'un des commandants ultra connus dans les partenaires, en avoir 2 en fait, c'est pas réellement utile quoi. Voilà, donc je vous avoue que
voilà, il n'a pas vraiment gagné en puissance à cause de cette carte-là. Mais il y a un potentiel énorme autour de Sakashima, et je pense qu'il y a beaucoup de combinaisons de partenaires qui sont intéressantes grâce à lui, et aussi éventuellement d'autres decks qui sont contents de l'avoir ajouté à leur effectif. Et on finit le bleu avec Siani, l'œil de la tempête, créature légendaire djinn et moine qui coûte 4 dont un bleu, c'est une 3 de vol, et à chaque fois qu'il attaque, eh bien regard X, X étant le nombre de créatures attaquantes avec le vol. Donc je vous disais, voilà, notre Sphinx Eligate, bah voilà, il a son petit partenaire sympathique, Siani, voilà, une petite Unco, qui, ma foi, fait partie encore de ces nouveaux commandants vol que Wizard nous a pondu cette année, et on est vachement content parce que Siani, alors oui, il n'y a pas de boost pour les volants, etc., mais juste la plus-value du regard, c'est largement suffisant, sachant que de base, étant donné que c'est également une créature qui a le vol, si elle attaque, elle aura déjà au moins un regard 1, et bon, pour 4, avoir une 3 de vol, déjà, c'est un bon body pour une Unco, donc oui, complètement, c'est une bonne carte pour les decks vol. On passe maintenant au noir avec Armix, rudoyeur de filigrane, une créature artefact golem, qui coûte 3 dont un noir, c'est une 3-2, et à chaque fois qu'il attaque, vous pouvez vous défausser d'une carte. Quand vous faites ainsi une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle, gagne -X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre d'artefacts que vous contrôlez, plus le nombre de cartes d'artefacts dans votre cimetière. Alors ici, là il y a plusieurs choses, hein. Il y a de la défausse, il y a de l'attaque avec du gros bourrin, il faut le dire, et en plus derrière, il y a le fait d'avoir des artefacts. Alors, artefacts en jeu, artefacts au cimetière, sachant que de base, comme lui-même est un artefact, ça veut dire qu'il y aura au moins un -1/-1, intelligence. Je pense qu'il marcherait bien avec Di Pietro également, puisque vous vous défaussez de la carte au moment où il attaque, et Di Pietro, lui, il va dire « Ouais, ok, moi je récupère la carte plus tard. » Donc c'est intéressant. Vraiment, il est intéressant de base, parce qu'il vous permet du coup de jouer pas mal avec la présence artefact, de gérer beaucoup de créatures, parce que bon... Honnêtement, si vous avez moyen de lui donner un petit boost en fonction du nombre d'artefacts que vous contrôlez, par exemple, voilà, je sais pas, avec un blindage crânien, par exemple, ça a l'air assez intéressant pour lui, puisque derrière, déjà, il va appliquer un malus sur une créature adverse avec -X, pourquoi pas le booster à +X avec le nombre d'artefacts que vous contrôlez. Donc voilà, un commandant qui va se plaire avec les artefacts, qui se plaît éventuellement avec le sacrifice d'artefacts, la défausse, il y a pas mal de choses à faire ici. On enchaîne notre deuxième commandant, c'est le familier, c'est Faltis, familier chat d'ombre, un cauchemar et chat qui coûte 3 dont un noir, c'est une 2-2, et les commandants que vous contrôlez ont la menace et le contact mortel. Très bien, excellent. Alors je jouerai probablement pas en tant que commandant, parce que encore une fois c'est un familier, il a tendance à booster les commandants, donc pourquoi pas avoir 2 autres partenaires plutôt que lui et un autre. Ouais, voilà, c'est intéressant. Après, la combinaison en fait des deux mots-clés est extrêmement intéressante, parce que menace contact mortel, sont deux mots-clés qui vont extrêmement bien ensemble, parce que on va partir de votre principe que votre commandant il a au moins 2 de force. Voilà, c'est un principe de base, logiquement ça arrive le plus souvent. Du coup ça veut dire que votre adversaire va être obligé de bloquer avec 2 créatures, mais que du coup vous pouvez mettre une blessure sur chaque et les tuer toutes les deux. Donc techniquement, dans votre calcul, c'est j'ai tué 2 créatures en utilisant mon commandant. Donc extrêmement puissant, extrêmement fort, ce familier. En plus, si vous pouvez cumuler ça avec par exemple une autre capacité qui fonctionne très bien avec le contact mortel, c'est l'initiative. Si votre commandant a l'initiative en plus à côté, ça devient juste stupide. Donc vraiment, Faltis, ça fait partie des très bons familiers. Troisième commandant noir, c'est Keskit, le sculpteur de chair, un humain artificier 1-3 qui coûte 3 dont un noir. Et vous l'engagez, vous sacrifiez 3 autres artefacts et ou créatures, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez 2 d'entre elles dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Donc du coup ici on a jeu, éventuellement réanimator, hein. On est vraiment sur du réanimator, sacrifice. Le but c'est de faire de la value avec les créatures qui vont être sur le champ de bataille, les artefacts et tout, de remplir en plus le cimetière derrière, d'en ranimer derrière, donc ouais, il y a de la value, je veux dire il n'y a rien d'autre à dire, c'est un bon commandant sacrifice. Et il s'intégrera dans pas mal de decks, je pense aussi. Quatrième commandant noir, c'est Miara, épine de la clairière, un elfe éclaireur 1-2 pour 2 dont un noir. Et à chaque fois que Miara ou un autre elfe que vous contrôlez meurt, vous pouvez payer 1 et 1 point de vie pour piocher une carte. Voilà, c'est pas mal. Du coup ici on est face à de l'aristocrate elfe, c'est assez spécifique, mais suffisamment original pour que ça fonctionne bien, surtout si par exemple vous avez sacrifié votre elfe en question sur... je ne sais pas moi, on va dire un hôtel d'Ashnod ou un hôtel Phyrexian, donc du coup qui nous font du mana. C'est très intéressant avec Miara, et du coup ça permettrait de à chaque fois systématiquement payer et gagner en plus une carte, donc oui c'est sympa.
Donc un beau commandant, original, et qui mérite un petit peu de build et de recherche sur elle. Cinquième commandant noir, c'est également un elfe et guerrier, celui-ci c'est Nadière, agent des Crépusconnels. C'est une 3-3 pour 6 dont un noir, et à chaque fois qu'un jeton que vous contrôlez quitte le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur lui, et quand il quitte le champ de bataille, vous créez un nombre de jetons équivalent à sa force. Ce sont des jetons elfe 1-1, ou elfe et guerrier. Donc oui, c'est intéressant aussi. Là on se retrouve évidemment avec un autre commandant beaucoup basé sur les jetons, voilà, mais qui cumule aussi les marqueurs +1/+1, donc c'est intéressant. En fait, s'il y a moyen qu'il gagne beaucoup de marqueurs rapidement, avec vos jetons qui quittent le champ de bataille, bah écoutez, ça peut être bien, surtout que, en plus dans l'extension ici, on a remis un certain type de jetons en avance, ce sont les jetons trésors, donc du coup qui font du mana, et étant donné que ce ne sont pas des jetons de créatures, que Nadir dit, voilà, ce ne sont pas des jetons qui doivent mourir, ce sont des jetons qui quittent le champ de bataille, bah du coup ça veut dire que les trésors techniquement comptent aussi, ce qui le rend assez intéressant, même si bon, là on est quand même sur une logique assez elfe, hein, il faut l'avouer. Après, à voir ce qu'on peut faire avec, on peut probablement faire quelques petites boucles. Le seul souci, le petit truc qui m'embête, il coûte 6. Il est extrêmement cher, voilà, encore une fois, c'est un petit peu dommage, il aurait coûté un petit peu moins cher, ça aurait été intéressant. Ensuite, la rare en noir, c'est le Sangir, le baron noir, ben voilà. Il est bien noir, oui. Et il coûte 6 dont 2 noirs, c'est un vampire et noble 4-4 avec le vol, et chaque fois qu'une autre créature meurt, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur Sangir, et à chaque fois qu'un autre joueur perd la partie, vous gagnez un nombre de points de vie égal au total de points de vie qu'avait ce joueur au début du tour. Alors bon, Sangir, voilà, c'est le retour on va dire d'une légendaire iconique, qui a été réédité, refaite ici, remasterisée, on va dire, pour l'extension Commandant Légende, et en plus que vous pouvez retrouver durant vos avant-premières en tant que promo. Donc voilà, si vous voulez participer aux avant-premières, que vous avez acheté les packs pour y participer à distance, eh bien, normalement, vous êtes censé recevoir un Sangir avec. Alors, Sangir, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Bah en fait, c'est marrant, on se retrouve avec une capacité qui est en fait celle des vampires sangiens, c'est-à-dire quand une autre créature meurt, vous gagnez des marqueurs +1/+1. Ça peut être utile pour un deck sacrifice, ça peut être utile pour un deck aristocrate, ça peut être utile, voilà, bah, tout ce qui est Blood Artist, etc. Voilà, ça fait un peu partie de ces effets-là qui abusent en fait de la mort des autres créatures. Et ça peut devenir vite très puissant parce que notre commandant, déjà, bon, il coûte 4 vol pour 6, c'est très raisonnable comme statistique, et surtout il gagne 2 marqueurs chaque fois qu'il y a une créature qui meurt, ce qui peut être vraiment très puissant, ça peut aller extrêmement vite. Du coup on peut facilement se retrouver avec un commandant déjà 10-10 avec 3 créatures qui meurent, waouh. Donc autant vous dire que oui, ça peut monter extrêmement vite. Après la deuxième capacité, elle est là vraiment juste pour le lol, parce que bon, gagner des points de vie équivalent au nombre de points de vie qu'il avait au début du tour, c'est drôle, voilà, c'est un petit peu original, c'est un design un petit peu sympathique, mais c'est vrai que, voilà, il n'y a pas vraiment de gros intérêt, parce qu'on va pas jouer gain de points de vie, hein, honnêtement, il faut quand même tuer un joueur. Donc bon, ça a un intérêt assez limité, hein, vous pourrez le faire que 3 fois au maximum dans une partie, enfin, ou 4 si jamais vous aimez jouer à 5. Mais du coup, ouais, le baron Sangir, ouais, c'est une carte qui est un peu plus Voltron qu'il n'y paraît. La mythique en noir, c'est Tevejzat, Trépas des imbéciles, qui coûte 5 dont un noir, c'est un Planeswalker légendaire qui arrive avec 4 de loyauté, pardon. Et pour le +2, vous avez créé 2 jetons de 0-1 Sran, voilà, et oui. Et le +1, vous pouvez sacrifier une autre créature ou un autre Planeswalker. Si vous faites ainsi, piochez 2 cartes, puis piochez une autre carte si le permanent sacrifié était un commandant. Et le -10, acquérez le contrôle de tous les commandants, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle tous les commandants de la zone de commandement. Et il peut être votre commandant bien sûr, sinon je n'en parlerai pas. Alors, Tevejzat, qu'est-ce qu'on va dire? Puissant. Extrêmement puissant déjà, parce qu'il a un avantage que beaucoup de Planeswalkers n'ont pas, et qui est très intéressant au commandeur. Il crée des bodies. C'est-à-dire il va nous créer des créatures qui vont nous permettre de gagner de la défense pour Tevejzat. Et en plus, c'est un +2. C'est pas un négatif, donc déjà t'es là, il va monter à 6 le tour où il arrive, et en plus il a 2 bodies pour le protéger. Donc déjà ça c'est très bien, on est sur une bonne protection pour les jeux qui veulent jouer des Planeswalkers intéressants. Donc voilà, les jeux Super Friends par exemple vont s'intéresser à Tevejzat. L'autre truc intéressant, c'est le +1, parce que le +1 qui vous demande de sacrifier une autre créature ou un Planeswalker, donc du coup voilà, vous pouvez très bien recycler un Planeswalker qui est sur le point de mourir, le laisser, voilà, vous allez le faire mourir et vous allez piocher les cartes. Et en plus, le petit bonus si c'est un commandant, alors évidemment c'est pas obligé d'être votre commandant, c'est-à-dire que si vous arrivez à prendre le contrôle d'un commandant adverse et que vous dites « Ah je suis censé te le rendre à la fin du tour, hein, ah ouais, bah écoute non je vais le sacrifier à la place et du coup c'était ton commandant, bah je vais piocher une carte de plus donc j'en pioche 3. » Alors honnêtement, je trouve déjà que la plus-value sur Tevejzat avec ce +1 est énorme de base, mais avec le commandant sacrifié, ça devient juste complètement con. Voilà, parce que bon, déjà vous pouvez utiliser un de ces Sran
comme sacrifice pour piocher 2 cartes, t'es là, ok, donc du coup littéralement j'ai utilisé un simple jeton, donc ouais, ça fonctionne bien, et ça fait une plus-value terrible, donc oui, vraiment, là, la capacité elle est énorme. Et le moins 10, alors le moins 10 il est un petit peu marrant, hein, voilà, c'est vraiment le but, c'est dire, ok, là la partie elle est quasiment terminée, parce que si je prends le contrôle de tous vos commandants, sachant que voilà, il prend même ceux qui sont dans les zones de commandement, c'est quand même assez lourd, quoi, parce que derrière, le plan de jeu généralement d'un deck commandeur se base autour du commandant, hein, et voilà, on va pas se le cacher, donc c'est vrai que si le commandant n'est plus là, généralement les adversaires ils sont là, ah, je suis pas sûr que je vais pouvoir la réussir cette game. Bon, après, le truc c'est qu'on peut se retrouver avec des gens qui vont faire une Vraz par exemple. Mais bon, enfin voilà, il faut qu'il l'ait aussi. Et bon, si on arrive au moins 10, c'est que les adversaires l'ont un petit peu cherché et qu'ils n'ont pas vraiment géré notre commandant. Donc, enfin notre TVJ, je devrais dire plutôt. Mais en tout cas, très intéressant. En zone de commandement, ça peut donner lieu à quelque chose d'assez marrant. Dans un deck sacrifice, pourquoi pas un Rakdos sacrifice ou un Mardu sacrifice aristocrate. Hein. Ça sera assez drôle avec TVJ. Et derrière, dans le deck, bah oui, en effet, moteur à body, moteur à sacrifice, c'est très puissant. Il y a vraiment beaucoup de decks qui vont s'y intéresser, je pense. Et on finit les commandants noirs avec Tormod le Profanateur, un zombie et sorcier 4-2 qui coûte 4 dont 1 noir, et à chaque fois qu'au moins une carte quitte votre cimetière, créez, engagez un jeton de 2 noirs zombies. Alors bon, bah oui, alors, qu'est-ce qu'on dit de Tormod? Parce que Tormod, voilà, on avait déjà eu la crypte de Tormod, bien sûr, que vous pouvez utiliser dans ce deck, mais bon, non, je vous conseillerais plutôt en fait un enchantement Phyrexian dont le nom m'échappe tout de suite, mais que je vais vous afficher bien sûr, qui vous permet de ranimer pour 2, enfin de remettre dans votre main plutôt pour 2 et 2 points de vie une créature de votre cimetière directement dans la main. Donc c'est quand même assez intéressant, ça fera un body en plus. Tous les sorts de réanimation font que du coup, bah voilà, si vous voulez faire Reanimate, commander la Horde de l'Effroi par exemple, tout ça, ça fonctionne super bien avec Tormod, parce que du coup à chaque fois que vous avez une créature qui quitte le champ, enfin une carte qui quitte le cimetière, et ben vous allez pouvoir créer ce zombie. Alors évidemment, vous pouvez jouer avec également l'échappée, voilà, mais le problème c'est que l'échappée fait exiler plusieurs cartes du cimetière en même temps. Alors du coup vous allez créer un zombie pour toutes les cartes exilées en même temps, parce que bah, vous êtes là, bah oui, c'est au moins une carte. Donc voilà, si vous faites quitter 5 cartes de votre cimetière grâce à une échappée, bah du coup vous allez créer qu'un zombie. Mais par contre il y a aussi la créature derrière que vous êtes en train de relancer. Donc du coup, ou le sort. Et derrière, vous allez refaire encore un zombie. Donc vous faites 2 zombies par échappée, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi comme mécanique à avoir. Le flashback aussi peut fonctionner. Tout ce qui est... Enfin voilà. Aussi, qu'est-ce qu'il y a qui peut fonctionner? Le pistage, voilà. Le pistage, parce que techniquement, vous relancez le sort depuis le cimetière en vous défaussant une carte de terrain. Donc du coup, ce qui fait que techniquement, bah, la carte quitte le cimetière pour aller en pile et pour retourner au cimetière ensuite. Donc extrêmement intéressant. J'ai l'impression qu'il y a un petit objet, là, value ici, vraiment pour les bodies, et pour les jeux qui aiment bien faire de la réanimation. Même si ce sont des jeux qui ont tendance à se faire beaucoup gérer, bah au moins Tormod, il va vous permettre de récompenser ceux qui les gèrent, en disant, bah oui, on va quand même faire des 2-2 malgré tout. On continue avec le rouge et on commence avec Alena, trappeuse de Kessig, un humain éclaireur qui coûte 5 dont 1 rouge, c'est une 4-3 initiative et en l'engageant vous faites une quantité de mana rouge égale à la force de la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez qui sont arrivées sur le champ de bataille ce tour-ci. Alors oui c'est long, mais voilà, bon vous avez une grosse bête qui arrive en jeu, c'est bon vous allez faire du mana. Alors, je vous avoue que cette carte là on l'a déjà vue depuis le mois d'août, on en a déjà parlé un petit peu également en live, mais je vous avoue qu'il y a pas mal de choses à dire autour, sachant qu'il y a plus ou moins une combo possible. En gros, déjà une synergie de base, mais dans laquelle vous pouvez intégrer d'autres éléments pour qu'elle tourne en fait en mode combo. Alena en fait a cet avantage de faire énormément de mana si vous avez mis une grosse créature. Le truc c'est qu'on a quelque chose qui nous permet de cheater le coût de mana d'une créature et de la mettre directement en jeu. Ça s'appelle Sneak Attack. Voilà. Donc Sneak Attack nous permet de, voilà, pour peu de mana, mettre en jeu directement une créature de notre main sur le champ de bataille. Ce qui fait que, alors oui, certes, la créature va être sacrifiée à la fin du tour. On s'en fout. Parce que ce qui fait que du coup, Alena, bah, déjà, elle va dire, ouais, bah c'est cool, il a coûté pas trop cher celui-ci. Et bah elle va pouvoir faire énormément de mana. Mais si vous avez à côté une autre carte qui s'appelle Intruder Alarm, et du coup qui dégage chaque créature chaque fois qu'une créature arrive en jeu, eh ben c'est plutôt pas mal en fait. Il paraît que là on est face à une situation où Alena en fait peut juste activer avec le mana qu'elle crée, Sneak Attack, pour mettre des créatures sur le champ de bataille depuis votre main. Alors vous allez me dire, oui mais attends, mais tu t'as pas un nombre de créatures illimité dans la main? Oui, certes, mais,
il y a des moyens de fonctionner à côté qui peuvent faire que voilà, ça peut marcher. Il y a des moyens de renvoyer des cartes dans la main, il y a des moyens de renvoyer du coup voilà les créatures dans la main. Il y a des moyens de simplement de piocher quand une créature arrive en jeu. Ah voilà, hein, ça fonctionne. Donc il y a des stratégies qui font qu'il y a une combo envisageable avec Alena. Mais sinon, alors sans parler de combo, elle fait quand même une quantité de value assez intéressante. C'est une mini Selvala en fait. Selvala, elle qui faisait... bon voilà, elle avait pas besoin que la créature soit arrivée à un changement de bataille ce tour-ci, hein, bien sûr. Mais au moins, Alena, elle permet de faire un petit peu la même chose, mais en rouge ici. Deuxième commandant rouge, c'est Bray, saccageur des hardis. Un gobelin et pirate 3-3 qui coûte 4 dont un rouge, c'est une menace. Et à chaque fois qu'au moins un pirate que vous contrôlez inflige des blessures à vos adversaires, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chacun de ses adversaires. Vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci et vous pouvez dépenser du mana comme si s'agissait du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ses sorts. J'aime bien Bray. Bray est très sympa en fait, encore une fois on est face à un commandant pirate, très efficace puisque bien sûr on est extrêmement agressif en mode pirate, mais surtout parce que Bray déjà de base c'est une 3-3 menace. Et là la menace, donc du coup c'est déjà très intéressant en mode évasion. Donc bon, après c'est bien parce que ça fait penser aussi à Etali un peu de la même façon, même si on n'est pas obligé de faire les blessures avec Etali. Mais là, on est vraiment face à la version pirate. Alors en plus, comme on a des pirates qui volent, des pirates qui ont de l'évasion, qui sont parfois imbloquables, etc., ça peut être très 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 efficace. Et oui, Bray fonctionne bien, voilà, plus-value énorme. Et bon, du coup, c'est sûr que quand vous avez Bray sur le champ de bataille ou dans la zone de commandement, le but c'est avant tout d'attaquer, ensuite de voir si vous allez jouer des sorts, puisque vous allez pouvoir récupérer les sorts adverses. Donc c'est intéressant, voilà. Sachant que vous pouvez jouer ces cartes, ça veut dire que vous pouvez également jouer les terrains des adversaires. C'est drôle. Bref. On enchaîne avec un autre commandant pirate, c'est Dargo le faiseur d'épave, qui coûte 7, dont un rouge, c'est un géant et pirate 7-5 avec le piétinement. Et alors attention, accrochez-vous, en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre d'artefacts et ou de créatures. Ce sort coûte 2 de moins à lancer pour chaque permanent sacrifié de cette manière, et 2 de moins à lancer pour chaque autre artefact ou créature que vous avez sacrifié ce tour-ci. Ok, vous avez compris? Donc voilà, les artefacts, donc vous avez une capacité qui vous permet de sacrifier les artefacts et créatures, et de l'autre côté vous avez en gros une réduction de coût supplémentaire pour les autres artefacts et créatures qui ont été sacrifiés avant que vous lanciez Dargo. Ok? C'est clair? Bien. Donc du coup, ça fait un cumul plutôt intéressant. Et surtout, il y a une combo infinie. oui, je sais, on a déjà cassé le commandant. En fait, cette combo infinie ne nécessite que peu de choses, 2 créatures, un jeton trésor, ou un artefact qui se sacrifie pour faire du mana, si vous le souhaitez, et ensuite derrière, un hôtel Phyrexian. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Vous sacrifiez le trésor, ou l'artefact en question, pour faire un mana rouge. Voilà, avant même de lancer Dargo, voilà. Juste, voilà, vous avez fait votre mana, et ensuite vous dites que vous allez lancer Dargo. Donc vous lancez Dargo, et à ce moment-là vous allez sacrifier les 2 créatures. Donc, 2 créatures sacrifiées, grâce à la capacité de Dargo, donc ça veut dire 4 de réduction de coût. Ensuite, il y a un autre artefact qui a été sacrifié avant que Dargo arrive, donc du coup, 2 de moins, hop, on réduit encore de 2 le coût, donc ça fait qu'actuellement on a réduit de 6 le coût. Donc il ne reste plus qu'un rouge à payer. Oh, ça tombe bien, le trésor qu'on avait sacrifié a fait un rouge. C'est magnifique, c'est pas beau? Voilà, donc du coup, Dargo arrive sur le champ de bataille en payant un rouge. Et en plus un rouge sans engager de terrain, c'est pour vous dire. Donc déjà là c'est pas mal, mais ça va en être encore mieux derrière. Puisque vous allez sacrifier Dargo en fait sur Hôtel Phyrexian. Et ouais, Hôtel Phyrexian, vous allez faire un rouge avec. Et ensuite, vous allez pouvoir relancer Dargo gratuitement. Pourquoi? Parce que vous avez sacrifié 2 créatures avant. Vous avez sacrifié un trésor. Ok, donc ça fait déjà 3. Vous avez sacrifié Dargo aussi. Donc ça fait déjà 4. Donc techniquement, ça fait que vous réduisez actuellement de 8 le coût de Dargo. 8 étant le coût de base, en mana générique, plus les 2 de la taxe de commandement. Et le rouge, c'est simple, vous avez sacrifié Dargo juste avant pour faire un mana rouge. Donc voilà. Du coup, chaque fois que vous allez jouer Dargo, vous allez le resacrifier, ce qui va faire que techniquement il va retourner en zone de commandement, bien sûr. Mais à chaque fois que vous sacrifiez Dargo, vous réduisez de 2 son coût de mana. Donc techniquement, vous compensez la taxe. Oui, vous avez bien compris. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez faire une boucle où vous allez rejouer Dargo en boucle sur le champ de bataille. Et là, vous allez me dire, mais attends, mais ça sert à rien ton truc, tu joues juste ton commandant 15 000 fois. Oui, sauf que, on est en rouge en fait. Il existe 2 cartes très intéressantes, enfin il y en a même plus, mais je vais commencer par citer ces 2-là. Il y a Secousse d'impact, qui permet de mettre une blessure chaque fois qu'une créature arrive en jeu à tous les adversaires, ou ça fait mal.
Et ensuite, derrière, il y a Porphoros qui fait pareil, mais qui fait 2 blessures à chaque adversaire. Et c'est pas mal déjà, hein, mais c'est pas tout, parce que vous avez par exemple la Terreur des pics, qui inflige autant de blessures à un adversaire que la force de la créature qui vient d'arriver en jeu. Et oui, c'est fort, donc du coup ça fonctionne bien. Et il y a évidemment d'autres créatures, artefacts qui font ce genre d'effet. Et ben voilà, je vous invite à faire un peu le tour, mais on est face à un commandant qui fait une boucle à lui tout seul. C'est débile, hein. Et ouais, bienvenue dans Magic. 4ème commandant rouge, Jeska 3 fois renaissante, un Planeswalker légendaire, qui coûte 3 dont 1 rouge et qui arrive avec 0 loyauté. Oh. Mais en fait, il arrive pas avec 0, il arrive avec un nombre de marqueurs loyauté équivalent au nombre de fois où vous avez lancé un commandant depuis la zone de commandement pendant cette partie. Le 0 dit choisissez une créature ciblée jusqu'à votre prochain tour. Si cette créature devait infliger des blessures de combat à l'un de vos adversaires, elle inflige à ce joueur le triple de blessures à la place. Et le -X, choisissez jusqu'à 3 cibles, Jeska 3 fois renaissante inflige X blessures à chacune d'elles. Mon avis sur Jeska est assez mitigé en fait, parce que le 0 est très puissant et très intéressant, sachant qu'en plus, vous pouvez cibler une créature que vous ne contrôlez pas, et du coup inciter en fait vos adversaires à stacker entre eux. Ça peut être très intéressant et très débile. En plus, si vous-même vous avez un commandant très Voltron, et du coup vous dites, bah boum, je triple les dégâts, ça a l'air en effet assez débile. Mais le truc qui me dérange le plus, c'est qu'en fait elle arrive avec très peu de marqueurs loyauté. Ça me dérange énormément parce que du coup, c'est... comment dire ? Il faut déjà que vous ayez lancé un commandant depuis la zone de commandement. Alors si c'est elle, évidemment, c'est intéressant parce qu'elle a automatiquement 1. Voilà, mais il faut que vous ayez lancé, sinon, quand vous la jouez dans le deck, votre commandant auparavant. Donc c'est un petit peu plus gênant, on va le dire. Et le souci, c'est qu'elle arrive qu'avec 1 de loyauté. Donc du coup, n'importe quelle capacité, voilà, qui met 1 à n'importe quelle cible, ben ça fonctionne en fait, et ça la tue. Et le souci, c'est que derrière, elle n'a pas de capacité positive. Donc du coup, le -X, j'ai l'impression qu'on va très peu l'utiliser, parce que si vous faites déjà un -X à 4 et qu'elle meurt, c'est déjà le bout du monde, je trouve. Hein, voilà, parce que ça veut dire que déjà, il y a 4 fois un commandant qui a été lancé depuis la zone de commandement. Mais on va se l'avouer, Jeska, elle est plutôt faite pour les commandants qui sont très peu chers, si c'est pas elle le commandant, ou alors les partenariats. Parce que s'il n'y a pas de partenariat, ça veut dire que vous augmentez 2 fois moins vite votre nombre de marques à loyauté sur Jeska. Et c'est dommage. Donc du coup, voilà. Après, la puissance est là, mais c'est juste que ce petit défaut-là fait qu'elle est quand même assez fragile, mine de rien. Notre familier rouge, c'est Kédis, familier braise-griffe, un élémental et lézard 1-1, qui coûte 2 dont 1 rouge, et à chaque fois qu'un commandant que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un adversaire, il inflige autant de blessures à chaque autre adversaire. Eh B, c'est fort. Alors je vais répondre à votre question tout de suite, non, ce ne sont pas des blessures de commandant qu'il inflige, puisque les blessures de commandant sont uniquement les blessures de combat. Voilà. Donc du coup, ça ne compte pas dans les 21 blessures que normalement les commandants doivent infliger pour tuer un joueur. Non. Mais c'est extrêmement puissant. Donc là, évidemment, on est face à un familier qui veut que notre commandant soit agressif, un petit peu comme tous les familiers, ou presque. Mais du coup, celui-ci, il est quand même extrêmement violent, parce que bon, quand même, hein, voilà, Kédis, là, ça rigole pas. Hein. Donc il y a vraiment une notion juste de infliger des blessures au maximum, juste bourrer au maximum avec notre commandant ou nos commandants. Évidemment, Kédis, je le conseillerais pas encore une fois en zone de commandement, puisque il sera beaucoup mieux dans le deck en fait à supporter un binôme ou juste un commandant extrêmement puissant en zone de commandement. Donc oui, voilà, il y a un gros potentiel, Kédis est puissant et fort, et c'est bien. Mais du coup, il faut faire attention aussi dans quel deck on va le rentrer, bien sûr. Donc agressif. Le 6ème commandant rouge, c'est Krark le Dépoussé, c'est notre rare, c'est un gobelin et sorcier 2-2 pour 2, dont un rouge, et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, jouez à pile ou face. Si vous perdez, renvoyez ce sort à la main de son propriétaire, si vous gagnez, copiez ce sort, et vous pouvez choisir une nouvelle cible pour la copie. Alors oui, voilà, donc une carte à jouer avec Krark le Dépoussé, c'est évidemment le pouce de Krark, voilà, alors l'original, pas le 2e pouce, puisque le premier pouce de Krark permet du coup de, quand vous devez lancer une pièce, d'en lancer 2 à la place, et de choisir quel lancer, et le lancer que vous allez garder. Ce qui est très intéressant en fait dans ce cas-ci, voilà, puisque bon, à moins que vous fassiez 2 lancers perdus, en effet, oui. Il y a comme qui dirait un risque que ça arrive, mais ça arrivera moins si vous avez moyen de lancer 2 pièces plutôt qu'une. Voilà. Donc, Krark le Dépoussé, vraiment est intéressant, et en plus, j'ai un petit bonus pour vous, question règle, si jamais vous avez Sakashima qui copie Krark sur le champ de bataille, et que vous lancez un sort d'éphémère rituel, du coup vous avez 2 pièces à lancer, hein, techniquement, puisque voilà, chacun d'entre eux va se déclencher. Si jamais vous perdez le premier lancer, du coup vous renvoyez le sort dans la main, mais que vous gagnez le deuxième, vous copiez quand même le sort. C'est drôle, hein. Et voilà, c'est très très marrant. Le 7ème commandant, c'est Rograk, fils de Roga,
un kobold qui coûte 0, et qui est une 0-1, initiative, menace, piétinement. Alors là, oui, je vois les gens qui sont... Quoi? Un commandant qui coûte 0, qui a une 0 de force, et qui a 3 mots-clés en capacité. Alors, finalement, je peux déjà vous dire que avec Acroma à côté, ça a l'air pas mal, parce que 3 mots-clés, ça veut dire que du coup, c'est une 3-4 initiative, menace, piétinement. Voilà. Donc, ça paraît assez drôle pour le coup. Mais sinon, à côté, bah, en effet, c'est un kobold, donc du coup, les kobolds coûtent 0, ce sont des 0-1, en effet. Voilà, c'est très flavor. Mais il y a potentiellement des moyens d'abuser de Rograk, puisque c'est un commandant qui coûte 0, donc du coup, techniquement un sort qui coûte 0, et qui pourrait vous lancer un petit peu dans les effets de Storm, etc. Pourquoi pas. C'est aussi une créature qui a beaucoup de mots-clés, donc du coup, la booster très rapidement peut être extrêmement efficace, parce que voilà, vous avez vu, on a quand même déjà des familiers en plus à côté qui sont bien pour donner des mots-clés supplémentaires, donc déjà ils sont contents. Waouh. Et ouais, vraiment, je pense que Rograk peut être extrêmement puissant en fait si vous arrivez à jouer boost, éventuellement équipement, pourquoi pas. Ça a l'air assez marrant avec lui. Donc oui, il y a un potentiel autour de lui agressif et un potentiel un petit peu combo, mais il faut voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Le dernier commandant rouge, c'est Togo, forgeur d'âme gobelin, un gobelin artificier 2-2 pour 3 dans un rouge. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton d'artefact incolore équipement appelé roche avec la créature équipée A pour 1 en l'engageant et en sacrifiant la roche. Cette créature inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Et cette roche a équipement 1. Alors bon, Togo c'est le petit truc un petit peu drôle parce qu'en fait Togo il apparaît dans quelques flavor text de cartes déjà existantes et il faisait référence voilà, à sa fameuse roche et à ses cailloux, voilà, en général. Donc, voilà, il se considère artificier parce qu'il a appris comment jeter des cailloux. Alors ce qui est extrêmement drôle ici, bon alors oui vous allez me dire, ouais c'est marrant et tout, c'est flavor, eh ben les gars en fait c'est assez intéressant hein, comme carte. Pourquoi? Alors parce qu'en fait techniquement ça n'est pas la roche qui inflige les blessures, ce n'est pas Togo non plus, c'est en fait la créature équipée qui inflige les blessures. Donc, du coup, ça veut dire que si jamais votre créature, par exemple, elle a l'infection, du coup, elle va mettre des blessures qui ont l'infection. Voilà. Donc, ok, intéressant. Ça veut dire que si jamais votre commandant se déclenche au moment où vous allez du coup infliger les blessures, même non combat, à un joueur, bah, du coup, ça fonctionne aussi. Alors, certes, c'est un peu cher, parce que ça demande un équipé, un activé en engageant la créature. Là, bon, ok. C'est pas vraiment ce qu'on recherche le plus, mais il y a quelques possibilités avec ce commandant et avec ces fameux rochers. On passe maintenant au vert, et le premier c'est le familier, donc Anara, familier lupide, un loup et bête 4-4 pour 4 dont un vert, et tant que c'est votre tour, les commandants que vous contrôlez ont l'indestructible. Extrêmement puissant, mais du coup extrêmement agressif aussi, parce que c'est tant que c'est votre tour. Bah, tant que c'est votre tour, ça veut dire que vous allez être là pour agresser, vous allez utiliser l'indestructible à des fins agressives. Parce que bon, pendant le tour des adversaires, ça sert pas à grand chose de garder votre commandant dégagé. Donc encore une fois, très Voltron, c'est pas forcément mon préféré, parce que bon, il le protège plutôt mal, votre commandant. Contrairement à d'autres, voilà, bah, je sais pas, le familier noir qui donne le contact mortel, y compris durant les tours adverses, ça a l'air plutôt pas mal pour dissuader les adversaires de vous attaquer. Donc oui, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce familier lupide, mais j'avoue que Anara ne me passionne pas des masses en comparaison avec les autres, c'est peut-être même l'un des moins bons en fait. Deuxième commandant vert, c'est Gilandra, meneur de Brimbois, un elfe druide pour 3 dont un vert qui est 1-2, et en fait il fait du mana vert, il fait un mana vert, et quand vous le dépensez pour lancer un sort qui coûte 6 ou plus, eh bien vous piochez une carte. C'est très très intéressant, on est encore une fois sur une value, et aussi sur le fait de lancer des sorts qui coûtent 6 et plus, du coup ce qui ferait que ça fonctionnerait bien avec notre petite Kraken tout à l'heure, hein, voilà. Si vous avez envie de jouer un deck grosse bête, il paraît que vert bleu c'est plutôt une bonne combinaison. Après, je pense que ça reste un petit mana d'orc en zone de commandement qui est fort intéressant parce que justement on a une plus-value sur le long terme. Si jamais on arrive à l'avoir en fin de game, voilà, nos sorts à 6 vont nous rapporter une carte de plus. Sympathique. Mais derrière, déjà rien qu'avoir un mana d'orc en zone de commandement, c'est quand même assez puissant, on va l'avouer, tous ceux qui le sont déjà sont quand même déjà pas mal joués au niveau des elfes. Donc oui, Gilandra est intéressant, même s'il se focalise beaucoup sur le coup à 6 pour pouvoir faire une plus-value supplémentaire. Alana, Ranger de Kessig, notre troisième commandant, c'est l'humain archer, 3-4 pour 4 dont un vert, qui a la portée. Et à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer 2, et quand vous faites ainsi, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée. Donc voilà, c'est intéressant parce que du coup on a cet effet de morsure enragée, voilà, le même sort qui existait auparavant, et qui est très puissant, je veux dire, c'est pas se battre, c'est juste infliger directement les blessures. Donc
Alors là, évidemment, on pense tout de suite à des grosses bêtes, mais pas forcément, parce que même des bêtes de taille moyenne, j'ai envie de dire, une créature qui a 4 de force, en fait, elle pourra gérer beaucoup d'autres créatures qui ont 4 d'endurance en face. Et comme ça n'est pas du se battre, c'est encore plus efficace, et ça devient beaucoup plus intéressant. Donc oui, Alana, elle fonctionne très bien, et en plus, étant donné que c'est du mana générique qui est demandé à payer, bah du coup ça fait qu'on peut la mettre avec un commandant partenaire à 2 couleurs, donc du coup on va avoir un deck tricolore, qui du coup ne pénalisera pas Alana et sa capacité en fait. Donc ça peut être très intéressant de faire un deck ultra aggro, je sais pas, Témur, Naya, en tricolore, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça envoie du pâté et je trouve que sa capacité est suffisamment intéressante pour qu'elle soit jouée dans le deck ou en tant que commandant. Quatrième commandant vert, c'est Ishtekik, épiceur de récupération. Un humain artificier 1-1 qui coûte 5 dont un vert, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton 3-3 golem, une créature artefact. Et à chaque fois qu'un artefact est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, vous mettez un marqueur +1/+1 sur Ishtekik et un marqueur +1/+1 sur chaque golem que vous contrôlez. Alors, il est très drôle, Ishtekik. Alors, drôle, bon, il n'est pas drôle dans le sens ridicule. Il est plutôt drôle parce que il fonctionne comme on n'a pas trop l'habitude que ces créatures-là fonctionnent. Parce que les épiceurs, alors ça fait bizarre, on dirait qu'ils vendent des épices, mais non. Non, c'est ceux qui font des golems 3-3 quand ils arrivent en jeu et qui leur donnent des capacités. Et ben on en avait eu, il y en a qui avaient été réédités récemment encore, mais on en avait eu dans New Phyrexia, dans la nouvelle Phyrexia, et tous donnaient globalement une capacité statique au golem. Initiative, vigilance, +1/+1, voilà, piétinement, pourquoi pas, mais voilà, ce sont des capacités statiques qui donnaient. Là, ici, on est face à une capacité déclenchée, ce qui est étrange, et aussi, on est face à quelque chose d'assez bizarre, c'est un deck qui nous dit qu'il se soucie des artefacts alors qu'il est vert. Ah, alors, chaque fois qu'un artefact est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, ça veut dire que nos artefacts, éventuellement, qu'on va sacrifier et qu'on va mettre au cimetière, vont déclencher la capacité Ishtekik, mais aussi, et ça je tiens à vous le préciser, mais aussi les artefacts chez les adversaires. C'est-à-dire que si vous mettez énormément de gestion à artefacts dans Ishtekik, et quand éventuellement vous le jouez avec les autres couleurs qui jouent les épiceurs, notamment le blanc et le bleu en plus, eh bien ça peut être très intéressant et très efficace, parce que du coup vous pouvez jouer tous les créateurs de golem. Vous pouvez éventuellement jouer Blink, donc du coup on jouerait Bant, Blink, Golem, Gestion. Voilà, oula, je m'éloigne un petit peu, mais honnêtement en fait ça peut fonctionner vraiment très bien. Si vous mettez en plus les autres créateurs de Golem qui ne sont pas les épiceurs bien sûr, mais qui sont efficaces, ça peut être très puissant. Et j'aime beaucoup cet effet là. Et après il y a une deuxième solution, c'est le jouer dans le deck avec Glissa. Alors Glissa la noire-verte en fait. Celle qui justement se soucie du fait que on a des créatures adverses qui meurent et du coup on a nos artefacts qui sont au cimetière qui reviennent directement qu'on récupère. Donc voilà. C'est intéressant parce que du coup le but avec Glissa généralement c'est utiliser des artefacts qu'on va sacrifier pour tuer des créatures ou pour faire des bonus ou pour voilà aller chercher de la value. Et du coup, Ishtekik va apprécier de voir ses artefacts partir au cimetière, et en plus qu'après on gère des créatures, etc. Bon, donc du coup, c'est très intéressant, ça fonctionne très bien aussi. Mais je pense que voilà, un petit deck full golem, pourquoi pas. Le commandant mythique du vert, c'est Kamal, cœur de la Crossia, qui coûte 8, dont 2 verts, c'est une 5-5 humain et druide. Et au début du combat, pendant notre tour, les créatures que vous contrôlez gagnent +3/+3 et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Et pour 2, dont 1 vert, jusqu'à la fin du tour, un terrain ciblé que vous contrôlez devient une 1-1 élémentale, avec la vigilance, l'indestructible et la célérité, qui est toujours un terrain. Alors, je vous avoue que Kamal, quand on l'a vu spoiler, j'étais pas très content. J'ai pas du tout aimé le commandant, je suis pas un grand fan, même parce que il coûte 8, certes on est en vert, mais ça coûte quand même très cher, un commandant à 8, ça veut dire que il se fait gérer 2 fois, il coûte 12, c'est énorme. C'est généralement en fait le type de commandant qui est là pour boucler une partie, parce que on va se l'avouer tout de suite, le boost au début du combat est très puissant. Un +3/+3 piétinement, c'est quelque chose qui peut tuer une game, voilà, qui peut tuer un joueur, qui peut tuer 2 joueurs, qui peut éventuellement boucler la partie, c'est extrêmement puissant. Ce qui m'embête en fait, c'est qu'il a ce boost, et en plus derrière, il a un mana sink, où il va transformer ses terrains en créatures. Mais je suis là, ok, mais pourquoi en fait? Parce qu'il n'y a pas réellement d'intérêt, je veux dire, ok d'accord, tu vas payer 2 mana pour transformer ton terrain en 1-1, que tu vas pouvoir du coup faire 4-4, piétinement, avec vigilance et indestructible célérité, ok c'est intéressant, mais ça reste malgré tout un mana sink qui est plutôt nul en fait. J'aime beaucoup sa première capacité, mais la deuxième je l'aime beaucoup moins, et j'ai l'impression que le fait que les deux soient sur la même carte a justifié son coup de mana, alors que j'aurais juste apprécié d'avoir, je sais pas, simplement la première capacité sur Kamal, et qui coûte un petit peu moins cher. Mais bon, ça reste un commandant agressif très intéressant, et il faut se dire que c'est un finisher de game.
On enchaîne avec la rare, c'est Kodama de l'Arbre de l'Est, un esprit 6/6 pour 6 dons de verre, qui a la portée, et à chaque fois qu'un autre permanent arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, s'il n'a pas été mis sur le champ de bataille par cette capacité, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent avec un coût converti de mana inférieur ou égal depuis votre main. Ok, alors... là pour moi la mythique ça devrait être Kodama actuellement, donc voilà. Ah ouais, il est très fort, je vais vous l'avouer tout de suite. Ce Kodama est extrêmement puissant, on va se le dire de suite, parce que poser des permanents gratuitement sur le champ de bataille, parce qu'il y en a un autre qui est arrivé avant, ouais. Alors certes, il y a le coût converti de mana, etc., mais on s'en fout, je veux dire, si vous mettez sur le champ de bataille une créature qui coûte, je sais pas, 8, mais, je veux dire, vous devriez pas être capable de poser une autre créature qui coûte 8, en fait, par exemple, derrière. Ou dire, ouais, bah je vais poser un truc qui coûte 6, qui coûte 5, je veux dire, c'est pas normal, c'est trop pété, en fait. On est littéralement en train de cheater les coups de mana de permanent. Alors bon, du coup, il n'y a pas de sort, donc vous pouvez pas lancer vos éphémères rituels. Ah mon dieu! Ah là, ça va être grave dans un deck mono vert, mon dieu! Non mais, sérieusement. Non, je suis extrêmement sérieux. Kodama de l'Arbre de l'Est est une carte extrêmement puissante. Sachant qu'en plus, comme ça s'applique à n'importe quel permanent, ça veut dire que techniquement, vous posez un terrain, enfin vous jouez un terrain, et ben vous pouvez poser un terrain derrière. Bah techniquement, enfin n'importe quel permanent aussi, donc voilà, j'ai envie de dire... what the fuck, quoi. Il y a des combinaisons, je pense qu'il y a des combos qui peuvent se faire, mais il y en a une qui me vient tout particulièrement en tête, c'est Sakashima, encore une fois. Et alors attention, préparez-vous, parce que là je vais vous faire un petit descriptif de ce qui se passe avec Sakashima sur le champ de bataille. Sakashima copie Kodama de l'Arbre de l'Est. Vous jouez une créature qui coûte 6, imaginons. Du coup, les deux capacités vont se déclencher. Kodama et Sakashima / Kodama vont se déclencher et vous leur mettre chacun un permanent sur le champ de bataille depuis votre main. Donc, vous allez résoudre la première capacité, et mettre un permanent qui coûte, bah, imaginons, 5, voilà. Sauf que l'autre Kodama, celui qui n'a pas mis ce permanent sur le champ de bataille, il dit, mais attends, c'est pas cette capacité qui a mis sur le champ de bataille. Moi, ma capacité, elle a rien fait, là. Donc t'es là, ok, bah du coup, moi je vais me déclencher à nouveau, et permettre de poser un autre permanent. Et du coup, bah là, vous pouvez poser un permanent qui coûte 5 ou moins. Vous posez un autre permanent qui coûte 5, et du coup, l'autre Kodama, celui qui avait fait précédemment, qu'on avait résolu sa capacité, il dit, ok, mais moi... qu'est-ce que je fais? Parce que moi, celui-là, c'est pas moi qui l'ai posé, c'est pas ma capacité. Donc du coup, je vais me déclencher à nouveau. Et en fait, vous pouvez vider votre main. Si vous avez enfin, voilà, si votre main est bien arrangée, enfin, vous avez même pas besoin, parce que techniquement, c'est égal ou inférieur. Donc du coup, c'est ridicule. Je veux dire, vous pouvez vider votre main à chaque tour, en fait. Vous posez un permanent, et puis c'est parti, quoi. Donc c'est vraiment ridicule. La combinaison des deux devient ridicule. Et Kodama de base est déjà puissant, mais alors là, en avoir deux sur le champ de bataille en même temps, c'est juste l'hécatombe, quoi. Donc vraiment, ouais, il y a un potentiel de taré autour de ce commandant-là. Allez, 7ème commandant vert, c'est Numa, chef de clan de Joraga, un elfe et guerrier 2/2 pour 3 dont un vert. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez payer XX, et quand vous faites ainsi, répartissez X marqueurs +1/+1 sur n'importe quel nombre d'elfes ciblés. Donc là, on est très elfe à nouveau, bien sûr, mais on est aussi marqueur +1/+1. Ce qui est étrange, parce que généralement, ça ne fonctionne pas trop, sauf avec certains d'entre eux. Il y a certains elfes qui fonctionnent très bien avec les marqueurs +1/+1, je pense par exemple à Marwyn en commandant. Ben oui, Marwyn qui dit, bah justement, moi je fais du mana équivalent, du mana vert équivalent à ma force. Donc du coup, ce qui fait que Marwyn peut très bien, bah pourquoi pas faire, je sais pas, 5 mana, parce qu'elle a une force de 5, et du coup, bah elle en... oh non, on va dire 6 parce que c'est plus facile, et du coup elle en paye 6 pour XX, donc du coup elle va mettre 3 marqueurs sur elle-même. Ça peut être pas mal, Numa peut servir comme ça. Après, en dehors, en tant que commandant, je trouve plutôt moyen en fait. Pour moi, il aurait coûté, sa capacité coûte un peu cher en fait, XX pour mettre juste X marqueurs. C'est pas terrible, sachant que les elfes sont pas trop marqueurs +1/+1 finalement. Et enfin, le dernier commandant de cette édition, en partenaire, c'est Slurk Lavaltou, un limon qui coûte 6 dont un vert, c'est une 0/0 qui arrive avec 5 marqueurs +1/+1 sur lui, et quand lui ou une autre créature que vous contrôlez meurt, si elle avait un marqueur +1/+1 sur elle, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez qui a un marqueur +1/+1 sur elle. Donc du coup là on est vachement marqueur +1/+1. Oui, c'est un commandant limon. Si vous voulez jouer le limon, je pense que ça vous fera plaisir parce qu'il y a des limons qui mettent des marqueurs partout. Les limons généralement gagnent des marqueurs de manière diverse et variée. Donc oui, pourquoi pas faire un deck limon? Oui, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Après l'intégrer dans un deck marqueur +1/+1 directement en tant que simple carte du deck, on est face à un commandant qui aime les marqueurs et qui va justement faire en sorte qu'on puisse en gros booster
nos autres créatures avec des marqueurs quand on en perd une. Donc la plus-value est énorme. Je veux dire, on perd une créature avec un marqueur, ok, toutes les autres en gagnent. T'es là, oui, bah ok, c'est assez... C'est vraiment un truc de taré en fait. Je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Et dans le bon deck, bien construit, je pense que vraiment il peut faire quelque chose de super bien et booster en masse nos créatures. Alors on est arrivé au bout des commandants, mais on n'est pas arrivé au bout de la vidéo parce que j'ai deux choses dont je dois vous parler. Je dois vous parler de deux initiatives qui ont été faites par les membres du staff du Discord. Voilà, je n'y ai pas pris part directement, puisque voilà, ce sont les staffs qui se sont dit ouais, on va essayer de préparer un petit truc comme ça vis-à-vis de ses partenaires, parce que il y avait, ça a titillé leur intérêt. J'avoue que moi aussi ça a titillé le mien, et ils nous ont proposé en fait deux choses extraordinaires. La première, c'est Mathieu Bambichon, en fait le Chief Evaluator, qui nous le propose. Il nous a fait alors du coup un petit document à la base, mais qui s'est transformé en petit site web, où en fait vous avez répertorié absolument toutes les combinaisons de partenaires existantes, donc c'est-à-dire les partenaires, les anciens partenaires de Commander 2016, et les partenaires de cette édition, donc pas les partenaires avec, hein, ça sert à rien, on les connaît déjà, mais du coup toutes les combinaisons, et avec une petite notation de A à E, A étant le meilleur, E étant le moins bon. Donc voilà, A étant vraiment les combinaisons qui fonctionnent super bien, et surtout avec, bon, un petit rappel des cartes en question, les CMC, et aussi surtout, dans quel type de stratégie on peut jouer cette combinaison-là, qui paraît assez évidente et qui paraît très efficace. Donc, du coup, je vous mets le lien du site en question dans la description. Voilà, en tout cas, ça nous fait très plaisir de vous proposer ça, mais bravo à Mathieu, en tout cas, c'est un gros boulot qu'il a accompli seul, et je vous avoue que, ouais, ça a été... ça lui a pris beaucoup de temps, hein, là, il faut l'avouer. Derrière, la deuxième initiative, donc j'en parlais, c'est tout simplement un événement qui va faire appel aux VIP, donc c'est-à-dire à tous nos contributeurs sur Twitch, Utip et Tipeee. Vous les tipeurs, vous pouvez actuellement participer à cet événement-là. On va faire une annonce prochainement dans le channel VIP du Discord, auquel justement seuls les VIP ont accès, voilà, hein, vous êtes au courant. Eh bien, vous allez pouvoir participer à un événement qu'on va organiser parce que du coup on a Ulysse et Emeric qui ont mis en place quelque chose d'assez intéressant, qui fusionne les partenaires de Commander Legends avec l'idée de Jumpstart. Et oui, parce que Jumpstart, on avait des boosters, du coup vous preniez deux boosters, vous les ouvriez, vous les mélangez, ça faisait un deck. Ici, le but c'est de faire la même chose avec des mini-paquets de 30 cartes. C'est-à-dire que chaque commandant partenaire qui existe, partenariat, a reçu un pack spécialement construit autour de lui avec des bonnes synergies, etc. Et ensuite derrière, le but c'est de faire, du coup avec ce pack de 30 cartes, eh bien de mélanger avec, de sélectionner deux packs de 30 cartes au hasard, et de les mélanger pour faire un deck de 60 cartes, comme un scellé, ou comme du limité en général sur Commander Legends. Et du coup de faire un mini deck de 60 cartes avec deux commandants dedans. Donc du coup vous avez directement les terrains de base qui sont inclus, etc. Et donc on a littéralement 40 decks qui existent actuellement de cette extension, et on aimerait tester ça avec vous dans une soirée en gros un peu cube, qu'on va probablement faire en live derrière à côté. Donc voilà, ça va être mis en place prochainement, on va vous annoncer ça sur le Discord. Je laisse le temps à ceux qui voudraient éventuellement typer la tour pour en faire partie. Ne vous inquiétez pas, hein, vous avez le droit de le faire complètement, d'être intéressé par ce qu'on propose. Mais du coup, ceux qui veulent participer et qui ne sont pas tipeurs, vous pouvez aller tiper la tour, vous pouvez vous abonner sur Twitch, vous pouvez vous balancer un tip sur Twitch, ou alors directement sur Utip ou Tipeee. Voilà, je vous invite à faire tout ça. Mais en tout cas, on a hâte de vous organiser ça entre vous les VIP, parce que bon, vous le méritez, je pense, depuis le temps que vous nous soutenez, financièrement, moralement, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, on vous fait un petit bonus, un petit cadeau ici, et du coup on passera une soirée ensemble autour de ce cube Jumpstart Commander Legends, on pourrait l'appeler. Mais en tout cas, voilà, je vous donnerai les listes prochainement des mini-decks dans la description de la vidéo, donc attendez un petit peu, là la vidéo est sortie mais vous n'aurez pas la liste tout de suite, mais vous pouvez y revenir un peu plus tard. Bref, j'espère que cette vidéo et les initiatives là qui vous sont proposées vous ont plu. En tout cas, ça nous a fait très plaisir de bosser là-dessus déjà sur les commandants. Il y a encore beaucoup de choses dont on doit discuter. On doit discuter encore la prochaine fois des nouvelles cartes de l'extension Commander Legends, donc les toutes nouvelles. On va peut-être parler un petit peu de réédition également. Et ensuite, on parlera des decks préconstruits, les deux decks qui sont avec l'édition. Voilà, et normalement on devrait arriver au bout, avant d'attaquer quelques deck tech éventuellement, et voilà, quelques analyses supplémentaires. Mais bon, ce sera déjà le gros du gros qui sera abordé là. Bref, je vous dis à la prochaine et salut à tous, bye bye.